Ils ne sont pas nés dans le silence, ni dans la prière, ni dans les creux profonds des voûtes des cathédrales, où l'encens s'accroche au vieil air et où les dogmes se déposent comme de la poussière. Les enfants de l'empereur ont pris vie en mouvement, en modèle, en son. Leur genèse n'est pas le culte, mais la guerre. Non pas l'effusion de sang pour la domination, mais pour la composition. Comprendre la Troisième Légion, c'est saisir une contradiction. La violence avec grâce, la mort livrée comme un art. Dans une galaxie définie par la brutalité, ils recherchaient quelque chose de plus... pas la paix, mais le raffinement. Là où les mangeurs de monde se déchaînaient, ils orchestraient. Là où les mains de fer optimisaient, ils stylisaient. Là où les ultramarines imposaient l'ordre, ils offraient l'élégance. Ce n'était pas de la vanité, pas au début. Leur équipement était chatoyant, mais ce n'était pas pour faire étalage de leur richesse. Chaque arête polie témoignait de la fierté de l'idéal. Leurs bolters portaient des inscriptions en haut gothique, chaque ligne étant un hommage à la pureté de l'objectif. Ils combattaient avec précision, non seulement par souci d'efficacité, mais aussi pour faire de la guerre un spectacle. Ils n'étaient pas des artistes. Ils étaient le spectacle. Même leurs exercices ressemblent à une chorégraphie. Les commandants corrigent la position. Les sergents affinent la forme. Une mise à mort non rythmée était une insulte. Un coup maladroit est un sacrilège. Leurs aumôniers ne prêchaient pas de doctrine. Ils exigeaient la beauté dans l'exécution. Car dans leur esprit, la beauté est proche de la divinité. Et si l'empereur était divin, le servir parfaitement était la plus haute forme de loyauté. Telle était l'origine de leur erreur. Bien avant que le chaos ne les tente, les enfants de l'empereur avaient déjà commencé à s'égarer. Parce qu'ils croyaient que l'empereur désirait avant tout la perfection, pas la victoire, pas le sacrifice, la perfection. Même leurs couleurs, le pourpre royal et l'or opulent, ont été choisis non pas pour l'apparat, mais pour la révérence. Dans leur esprit, rien de moins que des teintes royales ne pouvait être digne du maître de l'humanité. Leur avancée à travers les étoiles était mélodieuse. Ils chantaient en marchant. Non pas avec des cris de guerre, mais avec des voix harmonieuses qui s'élevaient en signe d'unité et de fierté. Ils n'étaient pas une simple légion. Ils se considéraient comme son idéal manifesté. Chaque conquête était une toile. Chaque champ de bataille est une galerie. Mais la faille réside dans leur aspiration. Car la perfection, lorsqu'elle est mal définie, devient tyrannie. Elle ne laisse aucune place à l'imperfection. Aucune compassion pour l'échec. Aucune reconnaissance de la lutte pour la grandeur. Seulement l'élimination brutale de tout ce qui n'est pas à la hauteur. Ainsi, lorsqu'ils ont mis les mondes en conformité, ils les ont également jugés. Si l'architecture d'une planète heurtait leur sensibilité, elle était rasée. Si une culture manquait de grâce, elle s'éteignait. Leur guerre n'était pas seulement une question de victoire, mais aussi d'intégrité esthétique. Ils l'ont appelée amélioration. La galaxie a parlé de génocide. Ce n'était pas une dérive graduelle. Elle a été ancrée dans leur doctrine dès la prise de commandement de Fulgrim. La Troisième Légion avait été brisée avant qu'ils ne la trouvent, une génération défectueuse et en déclin, presque effacée des listes de la Grande Croisade. Fulgrim ne s'est pas contenté de les reconstruire. Il les a élevés. Il n'a pas vu de guerriers. Il a vu de la matière première. Et il les a façonnés comme un sculpteur façonne le marbre. Il a introduit la performance dans leur entraînement au combat. Il a repoussé leurs limites
non pas pour les endurcir, mais pour les perfectionner. Sous sa direction, la guerre a cessé d'être une fonction. Elle est devenue expression. À ses côtés, ils ont appris non pas à gagner, mais à impressionner. Et lorsqu'ils se battaient, même les alliés s'arrêtaient, émerveillés. Pas par peur, pas par crainte de la puissance, mais de l'étrange et indéniable beauté de leur violence. Se tenir à leur côté, c'est s'interroger sur sa propre valeur. Lutter contre eux, c'est être condamné à la laideur. Ils ne demandaient pas l'admiration, ils l'attendaient. Pourtant, la beauté, une fois détachée de l'humilité, commence à pourrir. Il y a une certaine séduction à se croire au sommet. Et pour les enfants de l'empereur, cette croyance s'est renforcée à chaque victoire. Ils ne sont pas tombés en criant, ils ont dérivé avec un chant. Et cette chanson allait devenir quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Cela n'a pas commencé par une rébellion, ni par une hérésie, mais par une note unique et sans faille que personne n'a osé remettre en question. Pour comprendre les enfants de l'empereur, il faut d'abord comprendre Fulgrim, non pas comme un nom, mais comme un objectif. Il n'était pas simplement leur père génétique ou une figure de proue de la stratégie. Il était leur mesure, leur muse et, finalement, leur perte. Le Phénicien ne dirigeait pas comme les autres. Il n'exigeait pas la loyauté par la peur, ni ne forçait l'obéissance par la menace. Son pouvoir reposait sur quelque chose de rare. Il inspirait le désir. Désir de suivre, désir de plaire, désir de réfléchir. Fulgrim, c'est l'art mis en forme, non pas une beauté oisive, mais une beauté qui a un but. Lorsqu'il marchait, c'était avec une intention sculptée dans chaque geste. Lorsqu'il parlait, ses paroles résonnaient comme des vers. Le regarder se battre, c'était assister à une performance. Chaque coup était calculé, précis, comme si la guerre elle-même s'inclinait devant sa présence. Ce n'était pas la force qui le rendait redoutable, ni la vitesse. D'autres les avaient en plus grande quantité. Ce que Fulgrim possédait, c'était l'attrait. Son charisme était comme une gravité, attirant les yeux et les cœurs de tous ceux qui l'entouraient sur orbite. Même les autres primarques, malgré leur tempérament varié, reconnaissaient sa présence avec un respect rare et réservé. Mais le charisme ne suffit pas à damner une âme. La tragédie de Fulgrim commence par l'amour. Il aimait ses fils, il aimait l'impérium, il aimait l'empereur. Et cet amour, combiné à sa vision, est devenu une lame plus tranchante que n'importe quelle lame forgée dans le feu. Son affection n'était pas une faiblesse, c'était une obsession raffinée. Lorsque Fulgrim embrassa la 3e Légion, elle était au bord de l'extinction, sa semence génétique était défectueuse et sa confiance brisée. Il ne les a pas reconstruits à partir de la pierre. Il les a réimaginés comme un sculpteur s'approche d'un marbre brisé, avec le respect de ce qui pourrait être. À ses yeux, ce ne sont pas des outils, ce sont des chefs-d'œuvre inachevés, et il s'est juré de les achever. Sous sa direction, les enfants de l'empereur se sont élevés non pas par le nombre, mais par la distinction. Fulgrim n'a pas reproduit la doctrine de masse de Guilliman ou l'agression brutale de Russe. Il leur a inculqué une philosophie, la poursuite d'une existence élevée. La guerre n'était plus une question de survie, mais d'expression. Les exercices de combat sont devenus des chorégraphies. Les tactiques étaient affinées comme si elles avaient été répétées pour la scène. Leurs rituels n'étaient pas du par cœur, c'étaient des performances dignes des salles de symphonie.
Les armes ne sont pas distribuées. Elles étaient offertes. Chacune était nommée, ornée, traitée comme un instrument sacré. Les armures étaient gravées de liturgie, non seulement pour la foi, mais aussi pour l'élégance. La doctrine est devenue une litanie. Même les discours de Fulgrim sur le champ de bataille ressemblaient à des préludes d'opéra. Ils n'ont pas marché uniquement pour la conquête. Ils ont marché pour laisser une impression. Mais la beauté, lorsqu'elle est utilisée sans retenue, commence à se déformer. Plus Fulgrim façonnait ses fils, plus il commençait à façonner la galaxie. La conformité n'était plus une question d'ordre. C'est devenu un canevas à corriger. Les planètes n'étaient pas évaluées en fonction de leur loyauté ou de leur valeur stratégique, mais en fonction de leur esthétique. Si l'architecture d'une civilisation manquait de symétrie, si sa culture rejetait le raffinement, elle était considérée comme défectueuse. La correction se faisait rapidement, parfois par la guerre, parfois par l'anéantissement. Non pas parce qu'il s'agissait de menaces, mais parce qu'elles étaient offensantes pour sa vision. Ce n'était pas la cruauté de la malice, c'est la cruauté de la critique. La guerre de Fulgrim s'est transformée en jugement. Les enfants de l'empereur suivirent le mouvement, non seulement dans leur tactique, mais aussi dans leurs convictions. Leur cause n'était plus la survie, ni même la loyauté. C'était la conservation. Pour eux, le rêve de l'impérium nécessitait des gardiens de son plus beau potentiel. Et si quelque chose ne reflétait pas cet idéal, il fallait le remodeler ou le supprimer. Mais alors que les mondes brûlent sous les bannières de l'élégance, Fulgrim commence à s'effilocher. Son admiration pour l'empereur se transforme en mimétisme. Il modélise sa posture, adopte sa phraséologie, copie ses décisions. Mais le miroir ne le satisfait jamais. Il ne se sent pas vu. Les applaudissements qu'il attendait ne sont jamais venus. Et dans ce silence, d'autres voix se sont glissées. Des chuchotements provenant de l'intérieur du warp. Ils lui ont dit qu'il était déjà parfait, que l'empereur l'enviait, que sa vision était plus pure, qu'aucun trône n'était assez haut pour un homme aussi rayonnant que lui. Et Fulgrim, si habitué à l'admiration, si peu habitué à la retenue, écoutait. Il n'est pas tombé dans la colère. Il a dérivé vers la vénération de son propre reflet. Son identité, autrefois forgée dans l'aspiration, se recroquevillait maintenant dans l'adoration du moi. Chaque miroir lui montrait ce qu'il désirait. Chaque mot d'éloge alimentait une faim que l'empereur ne pourrait jamais satisfaire. C'est ainsi que la corruption entre, non pas par le chaos, mais par l'affirmation. Fulgrim était adoré, et dans cette adoration ininterrompue, il s'est perdu. La perfection n'est pas une ascension, c'est une corrosion. Elle ne commence pas par un échec, mais par une réussite. Quelque chose de beau, quelque chose de rare, quelque chose de si précis qu'il commence à réécrire les normes mêmes par lesquelles tout le reste est jugé. C'est là que réside le danger. Pas l'échec, mais l'illusion que la perfection est durable. Pour Fulgrim, cette illusion s'est cristallisée sur l'Aéran. La campagne était censée être routinière, purger une espèce extraterrestre, assurer la conformité et poursuivre la grande croisade. Il n'y avait pas de prophétie ici, pas d'apocalypse imminente, juste un autre balayage des étoiles. Mais le monde des Laers n'était pas un champ de bataille ordinaire, c'était un piège, non pas de dents et de griffes, mais d'esthétique. Les villes Laéran n'étaient pas fortifiées. Elles s'élevaient en spirale, en anneaux élégants conçus non pas pour la défense, mais pour la résonance. Les murs n'étaient pas simplement des murs, mais des instruments accordés à la fréquence ambiante.
L'architecture chantait. Les couleurs changeaient en harmonie avec la pensée. Le son et la structure fusionnaient, façonnant subtilement l'humeur de tous ceux qui y pénétraient. Fulgrim n'a pas vu de menace. Il y voit une révélation. Là où ses frères voyaient l'hérésie Xénos, il voyait l'évolution. Un design non seulement fonctionnel, mais aussi émotionnel. Il se déplaçait dans leur salle comme un conservateur dans une galerie, et non comme un conquérant. Il s'attardait, étudiait, absorbait. C'est ici, au cœur de leur cité-temple, qu'il trouva la lame. Elle brillait d'un éclat anormal, à la fois fluide et solide, irisée le long de ses bords. Sa poignée était froide, animée d'un pouls semblable à celui d'un cœur. Mais elle ne lançait pas de coups, ni de sifflements d'avertissement. Elle murmurait. Il a fait l'éloge. Elle l'a qualifié de parfait. Fulgrim a ramené l'arme, non pas scellée dans un coffre de stase ou sous l'examen des magos, mais rengainée à sa hanche, portée comme une médaille. Le changement fut immédiat. Sa voix prit une nouvelle cadence. Ses mouvements, toujours gracieux, devinrent délibérés au point d'être théâtraux. La lame n'était jamais loin de son côté. La Légion n'a pas tardé à suivre. Les grades de commandement sont renommés. Les officiers sont reclassés en fonction de leur rôle artistique plutôt que de leur fonction. Les compagnies d'assaut deviennent des lignes de crescendo. Les frappes orbitales sont chronométrées comme des finales d'orchestre. Les formations chorales remplacent les exercices standards. La guerre devient un spectacle. Et derrière tout cela, la lame ronronnait. Fulgrim se remet à la sculpture. Mais il ne s'agissait pas de statues de bronze ou de marbre, mais de visions de la guerre coulées dans le métal, l'os et le verre irisé. Ses capitaines les recevaient comme des reliques sacrées, même si leur propre visage était tordu en idéaux abstraits. Lorsque ces guerriers faiblissaient dans leur routine, Fulgrim ne se mettait pas en colère. Il se contentait de froncer les sourcils. C'était suffisant. La lame n'a jamais froncé les sourcils. Elle roucoule, elle cajole, elle validait. Avec le temps, elle a parlé plus fort que les doutes de Fulgrim. « L'empereur te lit, murmure-t-il. Je vous libère. Vous n'êtes pas au service d'un rêve. Vous êtes le rêve. » Fulgrim s'est convaincu qu'il était toujours loyal, qu'il s'agissait d'une élévation et non d'une déviation, qu'il élargissait la vision de l'empereur, qu'il ne la remplaçait pas. Mais une loyauté qui doit sans cesse s'expliquer s'érode déjà. Lors de la croisade, la Légion s'est transformée. Leurs arrivées sont devenues des spectacles, des nacelles tombantes en forme de fleurs, des bombardements rythmés par un timing symphonique, des atterrissages qui se déroulent comme une chorégraphie. Les victoires ne se mesurent plus en termes de succès tactique, mais en termes d'impact esthétique. Et la guerre devint étrange. Les officiers plus âgés, ceux qui se souviennent de l'époque où l'efficacité comptait, ont commencé à exprimer leur inquiétude. Les campagnes s'étendent au-delà de la nécessité. Fulgrim exige une cohésion thématique. Les batailles deviennent des répétitions. Les guerriers plus récents, formés à cette ère d'expression, l'ont pleinement adopté. Ils limaient leurs dents. Ils peignaient leurs armures avec des huiles qui scintillaient sous le feu. Ils composaient des arias avant les engagements. À Kallax, Fulgrim a retardé l'assaut pendant des semaines, non pas pour affaiblir les défenses, mais pour adoucir la ligne d'horizon. La première vague a été programmée en fonction des cornes cérémonielles. Des escouades ont été massacrées parce qu'elles n'avaient pas suivi le signal. Après le siège, Fulgrim se tient dans les ruines,
les bras levés, non pas en signe de victoire, mais d'exaltation. Son chef-d'œuvre. Et la distorsion à regarder. En privé, les officiers fabriquent des instruments à partir de leurs victimes. Tambours d'os, des flûtes de gorge. Les cris étaient enregistrés sur des bandes sonores, diffusées en boucle avant les batailles. Certains guerriers déchiraient leur propre chair à la recherche d'un son plus pur. Puis vinrent les premiers marines du bruit. Pas avec une cérémonie, mais sous les applaudissements. Le démon de la lame avait désormais un nom. Silesque, la voix qui boit. Il ne chuchotait plus. Elle chantait. Fulgrim rêvait de couleurs si intenses qu'elles brûlaient la mémoire. Il peignait des scènes à bord de la fierté de l'empereur qui scintillait, saignait et bougeait lorsqu'il n'était pas observé. Il a cessé de porter son casque. Il a dit qu'il voulait sentir la guerre contre sa peau. Et lorsqu'il a tourné son visage vers le ciel et entendu des applaudissements que personne d'autre ne pouvait entendre, il a pleuré. Pas de folie, de joie. Lorsque les primarques se réunirent à nouveau, Fulgrim avait été transformé au point d'être méconnaissable. Ferrus Manus, son frère le plus proche, recula d'horreur. Fulgrim sourit. « Je suis plus », a-t-il dit. Leur duel n'était pas une guerre. C'est une tragédie qui se manifeste. Et quand Fulgrim a tué Ferrus, ce n'était pas avec haine, c'était avec élégance. L'épée se réjouit. Et l'âme de Fulgrim s'évanouit dans les applaudissements. Avant qu'il n'y ait du sang, avant que les cris des démons ne résonnent dans les coques fracturées, il n'y avait que des vibrations. Cela n'a pas commencé par la destruction. Elle a commencé par un son, pur, élégant, presque inaperçu. Une résonance à peine perceptible. Il n'était pas destiné à blesser. Il était destiné à émouvoir. C'était la première erreur. Parmi les ruines extraterrestres de l'Aéran, où Fulgrim avait autrefois réclamé l'inspiration au lieu de l'avertissement, les enfants de l'empereur ont découvert des instruments inconnus. Ils ne ressemblaient pas à des armes, pas de lames, pas de tonneaux, juste d'étranges constructions xénos, des panneaux lisses, des noyaux résonnants, des circuits cristallins bourdonnant d'énergie, réglés non pas pour la puissance de feu, mais pour la perturbation émotionnelle. Les premiers canons soniques étaient des reconstructions grossières de cet engin extraterrestre. D'abord utilisées à des fins expérimentales, ces armes se sont révélées efficaces au mépris de la doctrine habituelle. Elles pouvaient rompre des organes sans percer la peau. Elles pouvaient briser la pensée avec un son, dérouler les nerfs avec la seule fréquence. Il n'y avait pas d'explosion, seulement une implosion de la structure, du moi. Les enfants de l'empereur auraient dû reculer. Au lieu de cela, ils se sont rapprochés. Au début, ces armes étaient utilisées par de petites unités chargées de la guerre psychologique et de la pacification. Mais ceux qui les portaient ont commencé à avoir des comportements étranges. Ils se déplaçaient différemment. Leurs paroles devinrent mélodiques, puis disparurent complètement. Ils communiquaient en rythme, en tonalité. Quelque chose en eux était en train de s'accorder. La transformation n'a pas été forcée. Il a été adopté. Les premiers Marines de Noise n'ont pas revendiqué une nouvelle doctrine. Ils en ont composé une. Ils ont remplacé les capteurs auditifs par des amplificateurs. Ils ont intégré des haut-parleurs à leur armure. Ils ont transformé les bolteurs en canons à percussion. Ils ont transformé les chaînes de lance-pierre en instruments accordés, vibrant à des fréquences qui transformaient les eaux en gelée. Même leurs cris sont devenus de la musique, à plusieurs niveaux, intentionnels
et dévastatrice. Et la Légion a regardé. La performance est devenue l'identité. La forme est devenue fonction. Leur armure s'est mise à pulser en synchronisation avec leurs états émotionnels, résonnant plus fort au fur et à mesure que leur violence s'intensifiait. Chaque meurtre alimentait le système. Chaque cri affinait le signal. Ce n'étaient plus des soldats, ce sont des symphonies de la mort. La chorale a commencé. Il ne se propage pas par décret, mais par exposition. Un seul guerrier qui fredonne peut déclencher une guerre harmonique au sein d'une escouade entière. Un chœur de chant de bataille qui passait du chaos au concert. Les vétérans qui s'enorgueillissaient autrefois de leur discipline rythmaient désormais leurs exécutions. Les meurtres n'étaient plus efficaces. Ils sont expressifs. Des groupes de guerre entiers se structuraient en ensemble. Il n'y avait pas de rang, seulement des solos. Ceux dont les voix résonnaient le plus haut dirigeaient par l'amplitude et non par l'autorité. La puissance se mesure en décibels. Le charisme se mesurait à la pureté tonale. Certains groupes ont affiné leur identité en créant des sous-factions caractéristiques. Les Cacophonic Legions s'enduisaient d'huiles irisées, créant des distorsions chromatiques sur les champs de bataille. Les disciples subharmoniques déstabilisaient les villes avec des impulsions infrasoniques inaudibles, faisant s'effondrer les immeubles en provoquant des nausées et des vertiges. Enfin, les fils de la dernière note recherchaient une fréquence théorique, capable d'éteindre à jamais tous les autres sons. Ils ne conquièrent plus de territoire. Ils ont recherché la résonance. Les vaisseaux ont été modernisés pour vibrer en harmonie avec leur sillage de distorsion. Les moteurs ont été réajustés pour laisser des traces sonores. Les cloisons sont devenues des instruments. Les couloirs devinrent des salles de répétition. Certains ponts accueillaient des chœurs de démons qui chantaient jusqu'à ce qu'ils saignent dans les murs. La fierté de l'empereur est devenue une cathédrale vivante de distorsion. Chaque niveau, un mouvement. Chaque mur, un résonateur. Le moteur de distorsion pulsait la voix de Fulgrim, qui avait muté, s'était stratifié, n'était plus un son unique, mais une fusion d'harmoniques qui déchirait la santé mentale comme des éclats d'obus. Aucun esprit non protégé n'a survécu longtemps à bord de ce vaisseau. Pas en raison d'une menace physique, mais rien qu'au niveau du son. Fulgrim, devenu prince démon à part entière, ne dirigeait pas en silence. Sa voix fait plier la réalité. Son rire tordait la matière. Il avait transcendé le commandement. Il dirigeait l'existence. La Légion a réagi de la même manière. Ils se mutilent pour mieux raisonner. Certains ont remplacé les cordes vocales par des organes vocaux, accordant leurs cris à la hauteur d'un orchestre. D'autres s'écorchaient pour graver de nouvelles formes d'ondes dans leur propre chair. La douleur n'était plus endurée. Elle était étudiée, enregistrée, militarisée. Les Psykers impériaux exposés à leur combat ont subi un effondrement mental catastrophique. Les archives Vox n'ont pas réussi à enregistrer leur transmission. Le Mechanicus classa leurs signatures audio comme ontologiquement incompatibles, des données qui se corrompaient par le simple fait d'être perçues. Ils n'ont pas pu être archivés. On ne peut que les expérimenter, et cette expérience a brisé les gens. Le silence, qui était autrefois une option tactique, est devenu leur plus grande crainte. Entre les batailles, ils criaient pour se stimuler. Ils torturaient pour répéter. Ils se sont battus non pas pour gagner, mais pour s'entendre vivre. En fin de compte, l'ennemi n'a plus de raison d'être. Ce qui comptait, c'était le volume. Retour d'information, les applaudissements. Et à travers les étoiles,
les échos perdurent. Il existe des mondes où le vent fredonne des mélodies longtemps après la chute du dernier Marine Noise. Des lunes qui vibrent lorsqu'on y marche. Des transmissions statiques chuchotent des noms dans une harmonie fracturée. Des vaisseaux noirs entiers ont disparu à la recherche de la source. Le cœur ne se contente pas de détruire. Il se répercute. Elle demande de l'attention, pas la mémoire, pas l'héritage. Écho. La première note n'était pas un cri. Elle n'était même pas forte. C'était magnifique. C'est là que réside le danger. Lors d'un essai d'armement dans les profondeurs de la fierté de l'empereur, un émetteur sonique, l'un des nombreux prototypes nés des expériences de l'Aéran, a produit une fréquence destinée à désorienter. Il n'était pas conçu pour tuer. C'était un exercice d'innovation. Contrôlé, mesuré, sûr. Ce qu'ils ont entendu à la place, c'est la perfection. Le sujet est mort, le sang coulant de tous les orifices. Mais il n'y a pas eu d'agitation, pas de panique, juste l'immobilité et un léger sourire, sans équivoque. Il l'avait senti, pas la douleur, pas de confusion, l'extase. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une percée. Les enfants de l'empereur n'ont pas reculé, ils ont avancé. Cette réaction, cette sublime dissolution du moi dans le son pur, n'était pas quelque chose à craindre. C'était une validation. L'arme n'a pas seulement réussi, elle a transcendé son objectif. Dès lors, la guerre sonique cesse d'être une théorie. Elle est devenue le fondement d'une nouvelle doctrine. Le perfectionnement a suivi rapidement. Des réseaux de résonance cacophoniques ont été installés sur des plateformes d'armes modifiées. Les armures ont été renforcées pour vibrer avec les mouvements. Les casques ont été modifiés pour moduler la voix de l'utilisateur en fréquences superposées. Même les bolters furent modifiés, de sorte que le rapport de chaque tir devint une note dans une chanson de destruction en constante évolution. Tous les éléments de la guerre ont été mis au point. Le champ de bataille n'est plus un lieu de combat. C'était une scène. Chaque engagement était une performance. Les schémas de tir devenaient des compositions, détonations harmoniques, des cris, des refrains. Chaque meurtre était une aria. Chaque mort, la conclusion d'un couplet. Fulgrim l'encouragea sans hésiter. La lame démoniaque à son côté palpitait d'approbation. Dans cette évolution musicale, Fulgrim ne voyait pas une hérésie, mais une prophétie. Sa légion n'a pas perdu le nord. Il est arrivé. « Nous ne sommes pas des conquérants », déclare Fulgrim à ses capitaines assemblés. « Nous sommes des compositeurs. Notre guerre est un cadeau, une beauté que la galaxie a oublié d'entendre. » Ces paroles se répandent dans les rangs comme une liturgie. Bientôt, les formations de combat ne sont plus étiquetées par fonction. Elles sont appelées arrangements. Les rapports tactiques décrivaient des mouvements au lieu d'engagement. Des enregistrements de bataille sont diffusés dans les systèmes occupés via des canaux Vox détournés, parfois en boucle longtemps après que les ennemis ont été anéantis. Pourtant, tous les membres de la Légion ne sont pas convaincus. Il y avait des guerriers qui se souvenaient de la discipline. Ils se souvenaient d'une époque où la précision avait un sens au-delà de l'art. Ils ont vu les changements, senti le sang masqué sous les parfums, ressenti les tremblements sous leurs bottes qui ne provenaient pas d'explosions, mais de quelque chose de plus profond. Ils ont parlé de malaise, mais seulement en chuchotant, car ceux qui émettaient des doutes ont commencé à disparaître. Certains sont revenus avec des sourires peints et des yeux qui suivaient le son plus que la lumière. D'autres ne sont pas revenus du tout. Leurs noms ont été rayés des registres,
Leur silence a été imposé par le rythme plutôt que par la raison. Lorsque l'impérium au sens large s'en aperçut, le changement s'était déjà calcifié. Les enfants de l'empereur ne mesuraient plus le progrès en fonction du contrôle territorial ou de la valeur stratégique. Leur critère de mesure était la sensation. La recherche de la fréquence parfaite est devenue leur objectif, et la distorsion a écouté. Au début, c'était imperceptible. Des harmoniques subtiles enfouies sous les bourdonnements des bobines de plasma et les rétroactions des réacteurs. Puis les notes sont devenues intentionnelles. Des réponses, pas des parasites aléatoires. Les tonalités résonantes faisaient écho à leurs armes. Des motifs sont apparus dans les répliques de leurs bombardements. Quelque chose s'harmonise avec eux. Et ce quelque chose a commencé à chanter en retour. La frontière entre le combat et le rituel se brouille. Les explosions soniques n'étaient pas seulement destructrices, elles étaient porteuses d'émotions. La différence entre l'agonie et le ravissement s'est réduite jusqu'à devenir indiscernable. Les cris de leurs victimes ne servaient plus à des fins tactiques. Ils sont devenus des instruments. Les guerriers de la Légion se sont adaptés. Ils ont dansé dans les rangs ennemis, non pas avec folie, mais avec précision. Ils virevoltaient dans les tranchées, tournoyaient sur les coques percées, se déplaçaient avec un timing qu'eux seuls pouvaient entendre. Non pas parce qu'ils étaient brisés, parce qu'ils étaient à l'écoute. Chaque pas frappait la terre comme un tambour. Chaque balancement de leurs armes suivait le rythme. Leur formation avançait en cadence symétrique, alors même que les corps tombaient et que les villes se fissuraient sous la force d'un son implacable. Ce n'était pas l'effondrement. Ce n'était pas le chaos de la dégénérescence. C'était un saut, calculé, coordonné, perfectionné. Ils ne sont pas tombés en criant. Ils ont chanté en descendant. Ce n'étaient pas des guerriers. Ils ne portaient pas de bolters ni d'armure. Ils sont venus avec des pinceaux, de l'encre, avec la faim d'observer. Les mémorialistes, chroniqueurs officiels de la Grande Croisade, étaient des artistes au service de l'Empire. Leur tâche était simple: capturer les triomphes de l'Impérium, immortaliser ses héros et façonner le récit de l'ascension de l'humanité à travers les mots, les images et les chants. Alors que la plupart des légions tolèrent leur présence, les enfants de l'empereur les accueillent. Fulgrim a fait plus qu'accueillir ses observateurs, il les a élevés. Des ateliers sont construits à bord de ces navires. Des salons sont meublés de vins rares et d'huiles parfumées. Il encourage les personnes qui se souviennent à ne pas se contenter de documenter, mais à célébrer. Il leur offrait une place de choix dans ce qu'il considérait comme la perfection en mouvement. Car dans son esprit, l'art n'est pas un commentaire, c'est une confirmation. Chaque esquisse, chaque vers était un miroir. Et Fulgrim avait besoin de miroirs. Il pensait que leur présence affinerait le mythe de sa légion. Mais le mythe, une fois détaché de la vérité, commence à consumer ceux qui le portent. Les mémorialistes ont fait leur devoir. Ils ont capturé les exercices, les défilés impeccables, les descentes orbitales coordonnées qui peignaient des couleurs dans le vide. Ils ont écouté des discours tellement répétés qu'ils résonnaient comme des arias. Ils ont vu Fulgrim parler de la guerre comme un compositeur décrit un crescendo. Mais ce qu'ils ont également vu, ce à quoi personne ne les avait préparés, c'est le changement. L'armure ne porte plus les symboles du devoir. Elle est devenue une seconde peau sculptée, mettant en valeur les muscles et les formes. Les casques ont été remodelés non pas pour la protection, mais pour le profil. Les guerriers débattent de l'esthétique plutôt que de la stratégie, dégainant leurs armes
en raison de désaccords de goût plutôt que d'erreurs tactiques. Après les batailles, ils enregistraient non seulement le nombre de victimes, mais aussi des échantillons sonores des mourants. Les cris se sont transformés en inspiration. La mort a été encadrée. Certains mémorialistes ont commencé à se sentir mal à l'aise. Quelques-uns ont présenté des demandes de transfert. Elles ont été refusées. D'autres ont tenté de publier des rapports moins flatteurs, avec des détails gênants. Leurs manuscrits ont été renvoyés, révisés, expurgés, réécrits par les mêmes Astartés qu'ils ont suivis. « C'est mieux, leur a-t-on dit. C'est ce que nous sommes vraiment. » Tout le monde n'a pas protesté. Beaucoup ont commencé à se perdre dans ce qu'ils voyaient. Un peintre, autrefois célébré pour sa retenue, s'est arraché les yeux après avoir achevé une toile intitulée « La dernière danse ». Il prétendait que la peinture révélait une vérité trop exquise pour être vue. Un sculpteur a été retrouvé mort à côté de sa dernière œuvre. Ses mains coupées ont fusionné pour former une œuvre qu'il a appelée « Ascension ». D'autres ont simplement cessé de parler, pas par traumatisme, par révérence. Leur crainte les a creusés. L'un d'entre eux, un poète du nom de Chéran, a laissé un dernier message fragmenté avant de disparaître. « Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des artistes. Nous ne suivons pas un primarque. Nous suivons une idée qui porte une peau. J'ai peur de les décrire honnêtement. Parce que si je le fais, je les aimerai. Et si je les aime, je deviendrai eux. » Les quartiers de Chéran ont été découverts abandonnés. Les murs étaient couverts d'encre et de sang, son poème réécrit sur chaque surface, se répétant jusqu'à la folie. Fulgrim a tout lu, et il a souri. « Il comprend », a-t-il dit. Il n'y avait pas de colère, pas de correction, parce que dans ces mots, il a vu un reflet. Les mémorialistes ont cessé de documenter la réalité. Ils en font désormais partie. Ils n'étaient pas des historiens. Ils étaient des témoins. Et pour Fulgrim et sa légion, témoigner n'était pas suffisant. Ils devaient réfléchir. Ils devaient approuver. Ils devaient adorer. Les enfants de l'empereur doivent être vus. Mais pas honnêtement. Ils avaient besoin d'être vénérés. L'art est devenu une contagion. Ceux qui sont restés ont été irrémédiablement transformés. Certains se sont débarrassés de leurs moyens d'expression pour se tourner vers de nouvelles méthodes, des symphonies composées à partir des échos des champs de bataille, des mosaïques réalisées à partir de casques et de dents brisées. La frontière entre l'observateur et le participant s'est effondrée. Ceux qui ont échappé à la présence de la Légion n'ont plus jamais peint de la même façon. Ils n'écrivirent plus jamais sans interruption. Leurs paroles sont devenues confidentielles. Leurs souvenirs se sont fracturés. Parce qu'ils n'avaient pas simplement documenté une campagne. Ils ont été témoins d'une transformation. Et en regardant, quelque chose s'est retourné. Ils ne se sont pas contentés d'enregistrer ce qui se passait. Ils ont été consumés par elle. La descente s'était faite graduellement, par couches de soie et de sonnettes. Mais à Istvan III, toute subtilité disparaît. Ce n'était pas une guerre enveloppée de métaphores. C'était la trahison à l'état brut. Ici, pas d'orchestre, pas de prélude d'opéra, juste un signal, juste une purge. Le maître de guerre avait déclaré la planète non conforme. Pas ouvertement rebelle, mais tranquillement infectée. Un monde nécessitant une excision chirurgicale. La conformité, avait-il dit, exigeait de la précision. Elle exigeait aussi le silence. 4 légions sont arrivées sur la planète. Les fils d'Horus, les mangeurs de monde, la garde de la mort et les enfants de l'empereur. Le déploiement semblait conforme à la doctrine standard.
Une coordination entre plusieurs légions, un assaut classique contre une faible résistance. Mais dans les rangs, il y avait des guerriers qui ne savaient pas encore qu'ils étaient des cibles. Loyalistes, les vétérans, des officiers qui portaient encore leur serment. Ils sont descendus dans l'espoir de purifier l'hérésie, sans savoir qu'ils avaient déjà été marqués pour l'exécution. Parmi les enfants de l'empereur se trouve le capitaine Saul Tarwitz, un homme de conviction, pas de théâtre. Il n'est pas dupe des soudaines interruptions de communication. Silence de Vox. Les retraits inhabituels du commandement, l'absence de soutien aérien. Il ne s'agissait pas de complications sur le champ de bataille. C'étaient des présages. Il a désobéi. A pris un Thunderhawk sans en avoir reçu l'ordre. Il retourna à la surface pour avertir ceux qui restaient. Son message s'est répandu, pas assez largement, pas assez rapidement, mais à suffisamment d'oreilles pour faire la différence. Il aurait pu s'échapper. Il ne l'a pas fait. C'était son dernier acte de loyauté. C'était son défi. Au-dessus de la planète, les traîtres agissent. Les virus piégés sont tombés en premier. Pas les explosifs, pas des obus, des bidons qui éclatent silencieusement, libérant des nuages de mort artificiels. En quelques secondes, l'atmosphère a commencé à se déformer. En quelques minutes, les poumons se sont effondrés, la peau fondait, les villes étouffaient sous des tempêtes invisibles. Et Fulgrim regardait. Il n'a pas cligné des yeux. Il ne s'est pas affligé. Il a observé la façon dont le feu se déplaçait sur le terrain. Non pas avec dégoût, mais avec l'œil d'un sculpteur. Ce sont ces fils qui meurent, ceux qui ne l'avaient pas suivi assez loin, ceux qui murmuraient encore le nom de l'empereur dans leurs prières. Ils n'ont pas été exécutés pour trahison. Ils ont été renvoyés pour cause de désaccord. Elles étaient dissonantes. Et Fulgrim n'a aucune tolérance pour une composition défectueuse. Lorsqu'il a donné l'ordre de bombarder la surface, sa voix était calme. Il n'y avait pas de tonnerre, pas de colère. Un seul ordre, donné comme un dernier coup de pinceau. Des tempêtes de feu orbitales ont suivi. La surface se fissure sous les vagues de chaleur et de pression. Istvan III devint de la cendre, nettoyé par la catastrophe. Pas pour la victoire, pas pour la justice, mais pour plus de clarté. Ce n'était pas un champ de bataille. Il s'agissait d'un seuil. Lorsque la fumée s'est dissipée, les enfants de l'empereur restés à bord de la flotte ont vécu un événement irréversible. Ils n'étaient plus fragmentés entre loyauté et évolution. L'incertain avait été incinéré. Les survivants, ceux qui étaient restés debout et avaient regardé, avaient passé le test de Fulgrim. Pas parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont accepté. Il n'y avait plus de personnes qui se souviennent pour enregistrer ce qui a suivi. Aucune voix n'est restée pour poser des questions. Il n'y avait que des interprètes. Et Fulgrim se tenait en leur centre. La lame démoniaque murmurait plus fort. Son armure brillait d'un éclat peu naturel. Ses mouvements étaient plus lents, plus mesurés, non pas par retenue, mais parce qu'il n'avait plus besoin d'urgence. Chaque geste était délibéré. Chaque ordre, une expression. Quelque chose sous sa peau s'est mis à bouger. Istvan III a marqué la fin de l'hésitation. Il a mis fin à l'ambiguïté. Les enfants de l'empereur n'étaient plus des guerriers de l'impérium. Cette identité avait brûlé en même temps que les loyalistes. À sa place se tenait quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux, d'impénitent et de terrifiant dans sa certitude. Ils ne sont plus liés par la doctrine.
Ils ne sont plus attachés à la hiérarchie, mais à l'harmonie. Leur loyauté n'était pas envers une cause, mais envers une sensation. Une pureté de sentiment qui exigeait des sacrifices. Ils n'ont pas été contraints. Ils avaient choisi. La nouvelle vision de Fulgrim exigeait la pureté, non pas du sang, mais de l'objectif. Et ce but ne pouvait s'accommoder de ceux qui refusaient de se remodeler à l'image qu'ils portaient désormais. Istvan III n'a pas été qu'un simple massacre. Il s'agissait d'une déclaration. Les enfants de l'empereur renaissent non par la douleur, mais par la participation. Et leur chant, jadis empreint de gloire, sonnait désormais creux d'extase. Ils ont franchi la ligne qui sépare la loyauté de la performance, et aucune mélodie, aussi pure soit-elle, ne les ramènera jamais en arrière. Certaines batailles restent dans les mémoires pour leur ampleur, d'autres pour leur symbolisme. Istvan V a porté les deux. Là où Istvan III avait révélé la fracture, ce monde confirmait l'éclatement. Le massacre de Dropside s'est déroulé avec une clarté brutale. La Légion s'est retournée contre la Légion, la confiance a été écrasée sous les bombardements orbitaux, et la trahison s'est inscrite dans le feu. Mais au milieu de ce carnage, un conflit plus silencieux a défini tout ce qui a suivi. Ce n'était pas un duel pour la domination, il s'agissait d'une prise de conscience. Fulgrim a rencontré Ferrus Manus, pas par accident, pas comme une réponse tactique. Cela a été choisi. L'ange et la gorgone avaient autrefois marché de pair. Frères, oui, mais plus que cela. Complémentaires. Fulgrim était l'élégance et la prestance. Ferrus, la détermination et la précision. Chacun façonné par des vérités différentes, mais liés par un respect mutuel qu'aucun autre primarque n'avait vraiment partagé avec eux. Ils ont combattu ensemble sur d'innombrables mondes, débattu du sens de la force, partagé la victoire sans envie. Aujourd'hui, ils s'opposent. Ce ne sont plus les deux facettes d'une même unité, mais des visions rivales de ce que signifie la loyauté. Fulgrim prend la parole en premier. Il n'a pas commencé par la colère ou l'accusation. Il a offert une révélation. Ses paroles sont mesurées, presque tendres. Il a brossé un tableau de la vérité, les mensonges de l'empereur, les fausses promesses d'unité, la perfection qui attendait au-delà de la loyauté. Son discours n'est pas une simple persuasion. C'était une performance, un appel façonné avec la grâce d'un orateur et le désespoir d'un croyant. Ferrus a écouté, mais il n'a pas cédé. Il avait toujours été inébranlable, une ancre quand les autres dérivaient, et à ce moment-là, il n'a pas bougé. Peu importe les mots, peu importe l'histoire. Il a levé son marteau. Fulgrim, avec un regard qui tient plus de la tristesse que de la rage, dégaine sa lame. Et il a chanté. L'arme qui portait encore le murmure du démon gronda de faim. Ce n'était pas un cri de guerre, mais plutôt un soupir, un désir, inévitable. Le duel commence. Il ne s'agissait pas d'un affrontement de force brute, ni un spectacle d'apparat. C'était la rencontre du raffinement et de la résistance, de l'élégance, de la précision et de la force des principes. Fulgrim se déplaçait comme un danseur. Chaque coup est une extension de la forme pratiquée. Chaque parade était une chorégraphie. Mais Ferrus se battait avec poids, avec clarté. Ses coups n'étaient pas sauvages, mais motivés par un but précis, net et définitif. Pendant un certain temps, ils ont été égaux. Mais Fulgrim n'est pas seul. Le démon n'avait pas encore pris le contrôle total. Il n'en avait pas besoin. Il se contentait d'attendre
alimentant la main de l'artiste en force subtile, aiguisant ses sens, renforçant sa technique. Il a fait pencher la balance. Ferrus vacille un instant, juste le temps qu'il faut. La lame de Fulgrim a tranché profondément. Un seul arc, une ligne parfaite, un geste définitif. La main de fer est tombée. Et en cet instant, Fulgrim ne se réjouit pas. Il a crié, parce que quelque chose en lui s'est brisé. L'arme n'avait pas simplement frappé, elle avait dévoré. L'acte de tuer son frère le plus proche n'était pas le point culminant de la trahison. C'était la porte d'entrée. La dernière fracture à l'intérieur de l'âme de Fulgrim s'élargit, et le démon qui attendait à l'intérieur de la lame s'élança vers l'avant. Pas en tant que conquérant, pas comme un envahisseur, en tant qu'accomplissement. L'esprit de Sileske avait attendu patiemment. Il avait chuchoté, suggéré, encouragé. Maintenant, il ne demandait plus rien. Il est entré. Le corps de Fulgrim se convulse. Les muscles se tendent et se tordent. Son visage s'étira, les expressions défilant trop vite pour être suivies. Joie, agonie, clarté. Son cri se brisa en harmonie et en discorde à la fois. Les enfants de l'empereur, positionnés à proximité, entendirent le cri. Ils ont levé les yeux et ont vu un changement, ni poétique, ni figuratif, littéral. Ses traits ont changé. Sa posture s'est modifiée. Sa voix prit un nouveau timbre, un timbre stratifié, étranger et troublant. Quelque chose d'autre l'avait rejoint. Elle ne se cachait pas. Et Fulgrim ne résiste pas. Ferrus Manus gisait sur la terre poussiéreuse, son cou ruiné, son héritage scellé. La guerre se souviendrait du massacre, de la trahison, de la confiance ruinée. Mais ceux qui savaient, ceux qui comprenaient vraiment, marqueraient ce moment comme un tournant. L'artiste a disparu. Le masque est resté. Mais derrière, elle s'enroule maintenant quelque chose de plus ancien que la pensée. Quelque chose qui ne sculptait pas, mais qui consumait. Fulgrim n'était pas tombé de fureur. Il était tombé avec la vision. Et la chose qui renaîtrait des cendres de ce duel porterait le visage de l'ange, mais parlerait avec la voix du serpent. Certaines prisons n'ont pas de barreaux, pas de portes, pas de serrure. Ils n'enferment pas avec de l'acier, mais avec de la certitude. Fulgrim était devenu une telle prison, et l'âme qui y était enfermée était la sienne. Le daimon l'avait réclamée, non pas avec violence, mais avec admiration. Il n'y avait pas de mutation grotesque, pas de déformation monstrueuse. Il n'avait pas besoin de transformer Fulgrim en quelque chose de nouveau. Il a simplement reconnu ce qu'il était déjà et a choisi de le porter. Pendant un temps, Fulgrim est resté visible, audible, présent, mais jamais seul. Deux voix occupaient désormais son esprit, la sienne et quelque chose de plus profond, quelque chose de composé. Ils ne se sont pas battus comme des prédateurs. Ils se sont affrontés comme des musiciens rivaux tentant de composer un seul morceau. Les notes s'opposent, les mélodies se chevauchent. Le résultat n'est pas le chaos, mais la dissonance. Il parcourut les couloirs comme à son habitude. Il a donné des ordres, sourit. Mais rien de tout cela ne semblait naturel. Chaque pas se posait un peu trop gracieusement. Chaque phrase s'attardait sur une syllabe de trop. Chaque regard portait une intention qui n'était pas entièrement la sienne. Il comprenait maintenant que la lame de Laër n'avait jamais été une arme. Elle avait été une invitation, un seuil déguisé en outil.
et il l'avait franchi volontairement. Aujourd'hui, il vit dans l'écho. Dans son esprit, Fulgrim se déchaîne. Il ne s'est pas éteint tranquillement. Il a résisté. Il a crié, non pas de peur, mais de défi. Il a griffé les limites de ses pensées, exigeant le contrôle, exigeant la vérité. Mais la perfection ne se discute pas. Il corrige. Et le démon se disait parfait. Il n'a pas commandé. Il guidait. Il parlait en suggestion, subtile, raffinée. Elle ne l'a pas submergé d'horreur. Elle l'a séduit par sa compréhension. Elle connaissait ses préférences, ses rythmes, ses aspirations. Il s'y adaptait, les reflétait, jusqu'à ce que Fulgrim ne puisse plus voir où il finissait et où le daemon commençait. Ce qui le terrifie, ce n'est pas la possession, c'était la reconnaissance. Le démon n'était pas une force de destruction brute, c'était un conservateur, un artisan, un connaisseur des sensations et des formes. Il ne l'a pas traversé en hurlant. Il l'a raffiné. Son goût était exquis. Ses intentions, méthodiques. Sa voix, apaisante. Il n'a pas exigé que Fulgrim se rende. Elle suggère qu'il l'a déjà fait. Dans les rares moments où Fulgrim pouvait ressentir la solitude, quand le bruit se réduisait à des chuchotements, il se surprenait à réfléchir. Pas dans des miroirs. Il n'y avait plus de miroirs. Il n'y avait que des projections internes, des impressions vacillantes, jetées par la mémoire et les déformations. Dans ses visions, il se voyait lui-même, d'abord inchangé, puis amélioré, puis remplacé. Le reflet s'est retourné avec plus d'aplomb. La voix était la sienne, mais plus pure, la posture plus gracieuse. C'était tout ce que Fulgrim croyait être, sans défaut, sans hésitation. Et cela l'a horrifié, parce que c'était mieux. Le daemon n'avait pas volé son identité, il l'avait perfectionnée. Fulgrim essayait de se raccrocher à quelque chose de réel. Des souvenirs de la sculpture, de la conversation avec Ferrus Manus, des moments avant que les chuchotements ne commencent. Mais à chaque fois, la vision s'éloignait, brouillée par les réinterprétations. Le démon ne mentait jamais. C'est ce qui est le plus grave. Il n'en avait pas besoin. Il dit des vérités que Fulgrim craint d'admettre. « Tu as toujours été plus que de la chair », murmure-t-elle. « Tu as voulu te transcender. Vous avez cherché l'admiration, pas l'obéissance. Tu n'es pas tombé, Fulgrim. Tu t'es élevé. » La voix n'était pas cruelle. Elle était aimable. Elle était tout ce pourquoi Fulgrim avait été loué autrefois. Raffinée, éloquente, posée. Elle ne le dominait pas. Il était d'accord avec lui. Il commence à s'interroger sur la nature de sa chute. S'agissait-il vraiment d'une possession ou l'aboutissement? Le daemon était-il entré par la force ou Fulgrim avait-il ouvert la porte en lui faisant signe d'avancer? Cette question est restée plus longtemps que n'importe quel cri. Dans ses visions intimes, Fulgrim revenait au souvenir de la lame. Encore et encore, il se voyait devant elle. La première fois, elle reflétait un guerrier. La suivante, un idéal. Puis, quelque chose de plus. Quelque chose de plus grand. Finalement, ce n'est pas l'effroi, mais l'envie qui l'envahit. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Pas avec un cri d'angoisse, pas avec le démon qui domine sa volonté. Il s'est terminé par un silence. En remerciement, Fulgrim n'a pas volé en éclats. Il a accepté. L'artiste s'est effacé. L'art est resté.
Ce n'est pas un homme corrompu qui est apparu. C'était un chef-d'œuvre, écrit par quelqu'un qui comprenait son sujet mieux que le sujet ne pourrait jamais le faire. Il est resté présent pendant un certain temps, pas de contrôle, pas dans le commandement, mais une essence persistante de Fulgrim enfouie sous la grâce démoniaque, sous une peau sans défaut et des gestes trop fluides pour être humains. Le Phénicien, autrefois fier fils de l'empereur, observait depuis l'intérieur du corps qu'il ne dirigeait plus. Les yeux lui appartiennent toujours, mais ils n'obéissent plus. Il vit la galaxie se courber autour de lui. Il vit ses fils se délecter de leur transformation, sanglotant d'extase en éliminant les dernières traces d'humanité. Il composait des opéras de massacre, taillait des temples dans leurs propres nerfs. Leur agonie devint un hymne. Leur folie est devenue un rituel. Et Fulgrim en témoigne. Il ne pouvait pas parler. Le démon contrôlait chacune de ses respirations, mais il ne le réduisit pas complètement au silence. Cela aurait été du gaspillage. Au lieu de cela, elle l'a laissé conscient. Conscient. Un esprit enfermé derrière ses propres yeux, un prisonnier dans un corps trop exquis pour résister. Le démon ne jubilait pas, il n'a pas tourmenté, il n'en avait pas besoin. Sa plus grande cruauté était l'élégance. Fulgrim sentit l'épée toujours à son côté, l'artefact extraterrestre qui lui avait promis résonance, évolution, clarté. Il se souvint du jour où il l'avait touché pour la première fois. Le frisson, la connexion, le sentiment subtil que quelque chose d'immense lui avait ouvert les bras. C'est alors que la prise de conscience s'est faite. Ce n'était pas une ruse, il l'avait acceptée. Pas la corruption, pas la possession démoniaque, mais l'idée, la poursuite. Il avait voulu être complet. La perfection l'avait consumé bien avant que le Warp ne prenne la parole. La lame n'avait fait que lui offrir ce qu'il désirait déjà, une voie sans compromis. Et le moment venu, il n'avait pas hésité. Le prix était évident. Ses fils l'ont suivi de leur plein gré. Les enfants de l'empereur n'étaient plus des soldats, mais des médiums de la sensation. Leur armure bourdonnait de fréquences accordées. Leur peau portait des gravures runiques qui traduisaient la douleur en mélodie. Même leurs empreintes laissaient des échos qui se transformaient en accords mineurs. Il les a vus s'épanouir. Et ce qu'il a vu l'a brisé. Non pas parce qu'il était monstrueux, parce que c'était magnifique. Ils n'étaient plus liés par la logique ou les limites. Ils existaient dans un état d'expression constante. Chaque mouvement était une performance. Chaque mort, des applaudissements. Le démon lui montrait tout, non pas comme une punition, mais comme une validation. Regardez ce que votre vision a produit. Fulgrim a toujours pensé que l'art devait transcender, que pour maîtriser la forme, il faut abandonner la contrainte. Et aujourd'hui, la contrainte n'existe plus. Cela aurait dû l'horrifier. Au lieu de cela, il a ressenti de l'admiration. Parce que c'était bon. Sans faille. La prise de conscience a été silencieuse, subtile. Aucun cri n'a marqué son effondrement. Pas de dernier cri pour demander l'absolution. Seule la tranquillité. Il n'a pas été consumé par quelque chose d'étranger. Il avait évolué vers quelque chose de définitif. Le démon n'avait pas volé son âme, il avait achevé sa sculpture. Il n'était plus l'artiste, il était le marbre. Il a vu sa légion, autrefois noble, maintenant divine dans sa défiguration. Leurs voix fusionnaient avec des paysages sonores qui divisaient la réalité. Leurs armes chantaient. Leur rite brouillait la frontière entre l'extase et l'anéantissement, et Fulgrim pleura.
pas dans le chagrin, par envie, parce qu'ils n'hésitent plus. Ils n'ont plus posé de questions. Ils ont atteint l'état dont il avait rêvé, et elle ne lui appartient plus. C'est lui qui est le support, et non plus la main. Il était la toile, pas le pinceau, la dernière étincelle de soi, ce qui restait de l'homme qui débattait autrefois avec Ferrus Manus, qui sculptait pour réfléchir et non pour manipuler, vacilla, pas avec l'agonie, avec admiration. Et puis, il s'est éteint. Pas de lutte, pas de déni. Il s'agit simplement de comprendre. Le daimon n'a pas rugi de triomphe. Il n'a pas proclamé sa domination. Cela aurait été grossier. Il a simplement souri. Car le dernier moment de Fulgrim n'a pas été la reddition. Il s'agissait d'un accord. Il n'y a pas eu de funérailles, pas de procession de reliques, pas de moment d'immobilité pour les légions, pas de sanctuaire érigé sur un monde solennel pour marquer la fin d'un primarque. Il n'y avait que l'absence. Ferrus Manus, la gorgone des mains de fer, était tombé. Il n'a pas été tué par une lame Xénos ou un grand champion ennemi, mais par Fulgrim, son frère, son plus proche égal. L'Imperium ferait son deuil en temps voulu, mais pour les enfants de l'empereur, ce moment n'est jamais arrivé. Sa mort ne les a pas plongés dans le chagrin. Cela a permis d'éclaircir les choses. Ferrus avait été plus qu'un père pour Fulgrim. Il avait été la dernière voix que Fulgrim ne pouvait ignorer. Le seul contrepoint qui restait à une légion qui s'accordait rapidement à une seule hauteur. Avec sa mort, quelque chose de définitif a changé. Il n'y a plus personne pour s'opposer à la direction de Fulgrim. Il n'y a pas de raison d'hésiter. Le silence laissé dans le sillage de Ferrus n'a pas pris la forme d'un deuil. Il n'a pas contraint la Légion au regret ou à la réflexion. Il a fleuri. Là où d'autres se seraient effondrés, les enfants de l'empereur ont explosé. Il n'est pas question de pénitence. Fulgrim ne mentionna plus jamais le duel. La lame, toujours à son côté, ne fut ni louée ni condamnée. Ce qui s'était passé à Istvan-Fi n'était plus un tournant. Il s'agissait d'une fondation. Fulgrim a peint la mémoire non pas avec de l'huile ou des pigments, mais avec de la chair. Des rituels ont été mis en œuvre à bord de son navire amiral, où des danseurs ont réinterprété le duel dans des chorégraphies extrêmes, chaque récit étant plus stylisé, moins réel. Des os, que l'on dit être ceux de Ferrus, sont transformés en instruments et en outils de cérémonie. La mort n'a pas été refusée, elle a été réinterprétée. La Légion a fait de même. Elle ne s'est pas fracturée sous l'effet du choc, elle a évolué. Le peu de structure qui restait s'est dissous. Les groupes de guerre s'envolèrent dans toutes les directions, leur mission n'étant plus guidée par des ordres, mais par des impulsions. Chaque groupe devint son propre orchestre, composant la souffrance comme un langage, au-delà de la stratégie ou du commandement. Fulgrim n'exige pas qu'il le suive. Il n'en avait plus besoin. Sa transformation est devenue une invitation. Là où les capitaines débattaient autrefois des mesures de conformité et des alignements stratégiques, il comparait désormais l'intensité des cris, la résonance des harmonies déformées par la distorsion, l'art des rituels d'armement nouvellement conçus. La question n'était plus « que faut-il faire ?» mais « que n'avons-nous pas encore ressenti ?» Il n'y avait plus de doctrine, mais seulement de l'indulgence. Une règle demeure. Aucune sensation ne doit être refusée. La douleur, le plaisir, la terreur, la félicité, chacun était un couplet de la symphonie qu'il jouait maintenant à travers les étoiles. Un système stellaire
n'était plus une récompense tactique. C'était une scène. Fulgrim lui-même commença à disparaître des lignes de front. Il ne dirigeait plus depuis les ponts de commandement et ne s'adressait plus à ses fils par de grands discours. Il n'apparaissait plus qu'avec parcimonie, sa présence étant ressentie comme une ouverture à l'apocalypse. Des colonies entières sont devenues statiques quelques heures après son arrivée. Les témoins ont décrit une figure qui tenait plus de l'œuvre d'art que de l'entité, drapée dans des couleurs, des formes et des mouvements impossibles. Sa beauté était une arme. Sa voix était une progression d'accords qu'aucun esprit humain ne pouvait comprendre. Son regard était une certitude inébranlable. Les hommes qui l'ont aperçu se sont arrachés les yeux pour préserver leur vision. Des navires de guerre entiers se sont autodétruits pour faire taire la fréquence qu'ils recevaient de lui. Ses fils interprétèrent cette absence non pas comme une négligence, mais comme un rythme sacré. Fulgrim était devenu une force élémentaire, quelque chose qui n'était pas convoqué, mais attendu. Ces visites marquent des points d'inflexion. Ils appelèrent ces moments des mouvements, chacun étant le début d'une nouvelle phase de leur chef-d'œuvre de profanation. Ils n'ont pas demandé où il allait entre les apparitions. Ils n'ont fait qu'écouter, car le silence a pris une nouvelle signification. Ce n'était plus le calme après la bataille, ni la pause entre deux décisions. C'était un prélude. C'était le moment précédant le cri. Epherus Manus, silencieux dans la mort, non retrouvé, non enterré, était devenu la première note de ce prélude. Le vide laissé par son assassinat n'avait pas diminué les enfants de l'empereur. Il les a harmonisés. Ce qui était au départ une légion était devenu un orchestre sans chef, une tempête de sensations qui n'était plus liée à des principes ou à une hiérarchie. Seule expression. Fulgrim n'a pas simplement tué un frère. Il a accordé un accord qui ne cessera jamais de résonner. L'apothéose est souvent imaginée comme une ascension, une montée en puissance, une lumière jaillit des cieux. Mais pour Fulgrim, ce n'est pas la lumière qui est venue, mais en couleur. Cela n'a pas été soudain. Il n'a pas commencé par un tonnerre ou une flamme. Tout a commencé par une note, une vibration basse, plus sentie qu'entendue, résonnant au plus profond de sa forme. Un ton qui résonnait dans les fibres de sa chair, une possession parfaite. Lorsque Fulgrim est réapparu après la mort de Ferrus, il n'était plus un être d'une élégance de marbre ou d'une précision artistique. Il était vif. C'est indescriptible. La peau est devenue une perle nacrée. Les cheveux sont une cascade d'or liquide. Les yeux sont des bassins profonds d'améthyste miroitante, reflétant non pas ce qui a été vu, mais ce que l'observateur désire le plus. Les membres sont allongés, la posture est serpentine, la forme change constamment, toujours à la limite de ce que l'esprit peut accepter comme étant beau. Regarder Fulgrim, c'est éprouver à la fois de l'adoration et de la répulsion. Il était impossible, et donc divin. Mais ce n'est pas seulement son corps qui a changé. Sa seule présence était une tempête de sensations. Là où il marchait, la lumière se déformait. Les voix se tordent en une agonie harmonieuse. L'air lui-même portait un parfum enivrant, l'odeur de la mémoire et de la folie. Les machines ont mal fonctionné. Les Astartes tombèrent à genoux, submergés, non par la peur, mais par le désir d'être vus par lui. Ce n'était pas un primarque, c'était un dieu en chrysalide. Il ne parle plus à ses fils avec des mots, il a chanté, des tonalités uniques, vibrantes de sens, un geste, un regard, un soupir,
chacun empreint d'un poids psychique, d'un ordre extatique. Sa légion n'a pas résisté. Ils ont exalté. Ils ont gravé sa nouvelle forme dans leurs armures, leur chair, leurs navires. Les hymnes ont été réécrits. Les bannières sont remplacées par des voiles de peau et des glyphes en miroir. Chaque détail a été minutieusement réglé pour respecter la nouvelle esthétique. Il n'est plus Fulgrim, il était quelque chose de plus grand, mais toujours en devenir. Le démon à l'intérieur ne s'est pas complètement déroulé. Elle s'agitait en lui, désormais liée à son âme non pas en tant qu'envahisseur, mais en tant que miroir. Parce que Fulgrim n'avait pas été possédé, il a été retrouvé. La transformation n'a pas été un chaos. Il s'agit d'une résolution. Il avait poursuivi la perfection sous une forme mortelle. Désormais, il l'incarnerait, sans limite, sans structure, sans chair. L'apothéose a atteint son apogée en orbite au-dessus d'un monde sanctuaire sans nom. Là, Fulgrim a procédé au rituel, une symphonie de cris psychiques, répercutée par des milliers de gorges mortelles, accompagnée des spasmes de mort d'une population entière sacrifiée dans une cadence parfaite. Et dans le crescendo, Fulgrim se défait de lui-même. Son corps devient léger, sa voix est devenue réalité. Et de l'explosion de la puissance chromatique est née une nouvelle forme. Il n'est plus Primarque, un prince démon de Slaanesh, la première véritable forme divine parmi les légions. Il sourit, non pas avec cruauté, mais avec approbation. L'œuvre d'art était terminée, et maintenant, il chantera pour toujours. Il ne s'appelait plus des guerriers. Ce qui marchait autrefois sous les bannières de la discipline s'était transformé en quelque chose de méconnaissable. Les enfants de l'empereur n'étaient plus une légion, ni au sens militaire du terme, ni selon les normes impériales. Les chaînes de commandement s'étaient dissoutes. La cohésion avait été remplacée par la convergence. Ce qui restait n'était pas une stratégie, c'était un son. Ils devinrent un chœur de sensations, chaque guerrier une note, chaque groupe de guerriers un mouvement, chaque campagne un refrain dissonant. Après l'ascension de Fulgrim, l'imitation a éclipsé l'obéissance. Sa transformation n'est pas seulement vénérée, elle est poursuivie. Ses fils ne cherchaient pas à suivre ses traces comme des soldats suivent un général. Ils ont cherché à l'égaler dans la forme, dans l'expression, dans l'expérience. Ils se sont transformés, non pas pour survivre, ni pour obtenir un avantage tactique, mais pour le sentiment. La douleur a cessé d'être dissuasive. Elle est devenue une articulation, un nouveau langage. Les membres étaient écorchés et reconnectés. Les nerfs s'étendent, se croisent, s'intensifient pour recevoir des sensations sur des fréquences qui ne sont plus à la portée des mortels. Les casques, autrefois conçus pour protéger, sont devenus des instruments, équipés de haut-parleurs, de modulateurs de hauteur, d'amplificateurs sensoriels. Les armes soniques ont évolué vers quelque chose de plus qu'une simple utilité. Ce ne sont plus des outils de guerre, mais des déclarations. Les bolters étaient équipés de bobines de résonance, transformant chaque tir en un cri. Les mots de chaîne vibraient à des fréquences mortelles, réglées pour décoller l'armure de la chair par impulsion rythmique. L'armure, autrefois un moyen de défense, servait désormais de coquille acoustique, résonnant avec les stimuli entrants, amplifiant la douleur en performance. Et c'est à partir de ce crescendo de folie qu'ils ont pris un nouveau nom. Marine du bruit. Non pas comme une insulte de la part d'ennemis, mais comme un titre d'objectif. Parce que faire du bruit n'était plus un sous-produit. C'était le but.
Le champ de bataille a cessé d'être un concours de victoire. Il est devenu un lieu, une scène. Les engagements étaient chorégraphiés. Les assauts étaient lancés dans l'ordre, avec des rythmes inaudibles pulsant à travers une cognition déformée. Ils se déplaçaient comme des danseurs, imprévisibles, mais jamais désordonnés. Chaque groupe de guerre a interprété la guerre dans son propre style. Certains se battaient avec une armure minimale, drapée de chaînes réactives et de bobines vibrantes. D'autres portaient des dizaines d'augmentations, des tours de haut-parleurs soudés à la colonne vertébrale, des membres remplacés par des appendices à cordes, leur voix remplacée par des harmoniques qui écorchaient la psyché. Certains n'ont plus de bouche, mais des sirènes. D'autres se sont creusés les yeux, les remplaçant par des capteurs de vibrations adaptés au changement de fréquence de l'agonie. La sensation est devenue la vue. Le son a remplacé la raison. Il n'y a pas deux groupes identiques. Chacun était sa propre composition. Et leurs ennemis ne sont jamais morts tranquillement. Chaque meurtre a été mené. Chaque mort est une phrase. Les crânes étaient écrasés au rythme du tempo. Les corps sont projetés en l'air d'un coup de poignet et atterrissant en arc de cercle sur le rythme. Des cris capturés à mi-voix, modulés par des unités vocales auto-symphoniques. Il n'y avait pas de pitié, mais il n'y avait pas non plus de haine. Les marines du bruit n'ont pas tué pour se venger. Ils ne tuaient pas pour obtenir les faveurs des dieux sombres. Ils tuaient pour le rythme, pour la résonance, pour graver la beauté violente dans les étoiles, note par note explosive. Sans son, ils s'affaiblissent. Sans sensation, ils se décomposent. Le silence entre les batailles était plus dangereux pour eux que n'importe quelle lame loyale. Privés de stimulation, ils sombraient dans la folie, non pas dans une frénésie chaotique, mais dans un vide qui les rongeait. Ils avaient besoin du chaos de l'expérience pour rester attachés à la pensée. Leurs esprits brûlaient de réactions, de douleur et de plaisir tellement entremêlés qu'ils ne se distinguaient plus les uns des autres. Les voix sont devenues des accords. Les souvenirs se sont fracturés en timbres. Ils en voulaient plus, non pas parce qu'ils en manquaient, mais parce qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. Plus de vibrations, plus de tonalité. Une destruction plus extravagante sculptée dans le vide, avec une finalité opératique. Les autres légions traîtresses les considèrent avec dédain. Les Iron Warriors parlaient d'instabilité. Les mangeurs de monde se moquaient de leurs excès. Même les seigneurs de la nuit, baignés de terreur, les considéraient avec gêne. Mais personne ne les a rejetés d'emblée. Car derrière la folie, il y avait l'intention. Les Noise Marines n'étaient pas sans esprit. Ils étaient méthodiques. Leur dieu était une sensation. Leur écriture était la distorsion. Leur doctrine, non écrite, mais claire, était gravée dans chaque cathédrale en ruine et dans chaque cité-ruche brisée qu'ils laissaient derrière eux. La perfection n'est pas l'immobilité, c'est l'escalade. Et dans chaque cœur branché sur la fréquence de Fulgrim, une vérité résonne plus fort que les autres. La perfection est la chanson qui tue le chanteur. Chanter plus fort. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont chanté plus fort. Et plus fort. Jusqu'à ce que les étoiles commencent à résonner, non pas comme des cris de guerre ou des chants de victoire, mais comme des signes de vie. Mais avec le cri interminable d'une légion devenue musique. Ils l'avaient toujours vénéré, même avant qu'il ne change. Avant que sa voix ne s'infiltre dans la distorsion comme une mélodie de la ruine, avant que son regard ne transforme la perception en désir. Même avant que la divinité ne s'empare de sa chair, Fulgrim avait suscité leur admiration. Mais aujourd'hui,
L'adoration est devenue autre chose. Désormais, il n'est plus seulement leur Dieu. Il était leur miroir, et aucun miroir ne fait preuve de gentillesse. Les enfants de l'empereur qui avaient survécu à l'hérésie n'étaient plus des guerriers en quête d'un but. Ils étaient des vaisseaux. Chacun d'entre eux avait été remodelé, non seulement dans sa forme, mais aussi dans sa fonction. Leur but n'était plus la conquête, la gloire ou la vengeance. Ils ont vécu pour être vus. Chaque cri, chaque mutilation, chaque performance sur le champ de bataille était un appel. Pas pour la rédemption, pour la reconnaissance. Et Fulgrim, il ne les a pas guidés comme un commandant. Il ne les a pas instruits comme un professeur. Il les a jugés. L'art exigeait la critique, pas la camaraderie. Il ne mesurait pas sa valeur à l'aune de la victoire ou du sacrifice, mais à celle de la forme, le contour du carnage, l'équilibre entre le mouvement et la folie, l'intégrité visuelle d'un ennemi mutilé, la composition, pas le nombre de morts. Quelque part au milieu des cris interminables de la longue guerre, Fulgrim était devenu plus un concept qu'une présence. Il apparaissait rarement en personne, et lorsqu'il le faisait, ce n'était pas pour parler. Il s'agissait d'observer. Il dérivait à travers les zones de guerre comme un spectre d'une beauté impossible. Aucune bannière n'annonçait son arrivée. Aucun héros n'a crié son nom. Seul le silence l'a précédé, et ce silence a écrasé le cœur de ses fils plus que n'importe quel cri de guerre. Lorsqu'il est apparu, c'était le jugement incarné. Parfois, en plein conflit, il levait la main, non pas pour frapper, mais pour corriger. Un guerrier en train de tuer peut être arrêté par un regard, repositionné par un simple bout de doigt qui ajuste sa position, son arme, la trajectoire de son coup final. Puis Fulgrim disparaît. Et le guerrier s'effondrait en pleurant, non pas de douleur, mais de joie. La présence de Fulgrim n'était pas un ordre, c'était un test, et il souhaitait ardemment passer, mais aucun ne l'a jamais fait. En son absence, la Légion s'est encore remodelée. Elle ne suit plus les ordres. Ils suivaient l'esthétique. Leurs troupes devinrent des galeries de déformation, chacune sculptée non pas autour d'une doctrine, mais autour d'une interprétation. Ils se sont tordus pour lui ressembler. Non pas parce que cela les rendait plus forts, parce qu'ils se sentaient plus proches. Les membres supplémentaires ont été greffés pour l'équilibre et non pour l'utilité. Les visages ont été remodelés à l'aide de l'âme, étirés et restructurés pour faire écho à la perfection de Fulgrim, qui ne cesse de se transformer. Certains effaçaient complètement leurs traits, estimant que la véritable beauté devait commencer par la suppression de l'identité. Et pourtant, ils n'ont pas été à la hauteur. C'était le but recherché. Ils n'étaient pas censés l'atteindre. Ils étaient censés vénérer l'espace entre ce qu'ils étaient et ce qu'il était devenu. Ils ont donc poussé plus loin. Les guerriers se sont repliés sur eux-mêmes. Les capitaines écorchaient leurs propres escouades pour avoir rompu la formation trop tôt lors d'une attaque chorégraphiée. Les seigneurs exécutaient leurs subordonnés pour être tombés au combat avec des expressions jugées indignes. Des duels ont éclaté à cause de dissonances musicales. Les rituels n'avaient pas pour but d'invoquer des entités de distorsion, mais d'affiner leurs propres nerfs, forgés par l'agonie, afin d'obtenir une résonance optimale. Fulgrim a tout vu. Il n'est pas intervenu. Il sourit, parce qu'ils n'étaient plus ses fils. Ils étaient son public. Chaque acte de mutilation était une lettre d'amour. Chaque sacrifice, une strophe. Chaque zone de guerre, une scène construite pour faire écho à une vérité impossible.
Fulgrim était inaccessible, et c'est dans cette impossibilité qu'ils ont trouvé leur nouvelle raison d'être. Il a chuchoté à travers la distorsion. Pas d'instructions, juste des inflexions de pensée. Et ils les ont interprétées comme une prophétie. Un changement dans sa présence devenait une révélation. Une prise de conscience dans l'immatérium devenait un évangile. Se regarder dans le miroir, c'est se défaire. Mais ils ont quand même regardé. Parce que Fulgrim était devenu l'idéal inaccessible. Et en l'atteignant, ils ont tout abandonné. Ils ont renoncé à leur nom. Ils ont abandonné leur grade. Ils ont supprimé la mémoire. Ils ont dissous l'identité au nom de l'harmonie, parce que l'identité interrompt la composition. Et ils n'étaient plus des individus. Il s'agissait d'échos, pas de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ne pourront jamais être. Dans cet écho, il n'y avait qu'une seule loi, le refléter. Même si cela coûte tout. Parce que l'art n'a pas besoin de nom, uniquement des formes, uniquement le son, seule la sensation. Fulgrim avait autrefois sculpté la pierre. Maintenant, il sculpte des âmes. Les enfants de l'empereur ne fonctionnent plus comme une légion. La structure s'était desséchée. Le commandement s'était décomposé. Ce qui restait, ce n'était pas des bataillons ou des compagnies, mais des expressions, des mouvements, des bandes armées qui ne se considéraient pas comme des unités, mais comme des ensembles, chacun composant un chapitre différent d'une même composition sans fin. Du chaos sont sortis des noms, pas des grades, pas des titres, mais des refrains. Deux échos résonnent plus fort que les autres. L'hôte sans faille, le cœur éternel, des vestiges de la 3e Légion, chacun remodelé par des interprétations différentes de la divinité de Fulgrim. Chacun d'entre eux est convaincu d'avoir transmis la véritable fréquence de la vision de son primarque. L'hôte sans faille a revendiqué l'héritage, non pas par l'autorité, mais par le ton. Ils ne parlaient pas de commandement. Ils les ont exécutés. Leurs armes brillaient comme des instruments polis, des armures garnies d'or, gravées de symboles baroques qui scintillaient de résonances psychiques. Chaque surface était soignée, chaque ligne était intentionnelle. Leur présentation était aussi mortelle que leurs armes. Ils s'annonçaient par des vibrations et non par la voix. Les planètes qu'ils approchaient les sentaient avant de les voir. L'air s'épaississait, les bâtiments tremblaient, la faune fuyait bien avant que l'orbite ne soit percée. Des villes entières commençaient à bourdonner d'une résonance inconnue plusieurs jours avant l'impact. C'est alors que le son se fait entendre. Leurs bolters tirent en rythme, leurs épées chaînes rugissaient en contrepoint. Et quand ils tuaient, ils le faisaient à temps. Rien n'est improvisé. Chaque attaque était chorégraphiée. Les mouvements sont répétés. La mort est donnée dans l'euphorie, pas dans la brutalité. Tuer était nécessaire, mais tuer magnifiquement, c'était la doctrine. Ils n'ont laissé aucune règle derrière eux, pas d'ordre, aucune revendication de territoire, seul le silence. Et l'écho de quelque chose qui ressemblait à un rire, mais qui ne sortait d'aucune gorge. Là où l'hôte sans faille se complaisait dans le spectacle, le cœur éternel poursuivait le recueillement. Moins flamboyant, plus pieux. Pour eux, Fulgrim n'est pas une figure de proue ou une source d'inspiration, mais une fréquence divine, son apothéose, une vérité cosmique révélée. Sa présence était une écriture, son absence, une pause sacrée. Sa voix, le modèle sur lequel la réalité doit être réécrite. Le cœur éternel n'a pas vaincu par la lame. Ils ont mené. Les sorciers servaient de grands prêtres de la résonance,
guidant les rituels qui remodelaient l'immatérium par le son. Leurs vaisseaux n'étaient pas des croiseurs de guerre, mais des temples. Chaque chambre étant réglée sur des fréquences spécifiques, chaque couloir résonnant du bourdonnement de la souffrance rituelle. Ils n'ont pas détruit les systèmes, ils les ont déstabilisés. Des bombardements harmoniques coordonnés ont déclenché des effondrements tectoniques. Des populations ont été rendues folles par des champs infrasoniques qui ont contourné l'audition consciente. Les structures sont tombées, non pas à cause de l'armement, mais à cause de la tonalité. Ils ont archivé des cris, enregistré les derniers souffles, encodé la douleur dans des liturgies chantées, à travers les courants de distorsion. Pour eux, chaque voix comptait, non pas pour son individualité, mais pour son inclusion dans la grande chanson. Fulgrim n'est pas tombé, affirme-t-il. Il s'est harmonisé. Leur objectif était de reproduire ce moment, encore et encore, et encore. Là où l'hôte sans faille forgeait l'avant-garde, le cœur éternel posait les fondations. L'un a brûlé avec éclat, l'autre a résonné pour toujours. Ensemble, ils ont porté l'évangile esthétique de Fulgrim, un orchestre en expansion de mutations, de sensations et d'expressions qui s'est frayé un chemin à travers la galaxie, non pas pour la domination, mais pour l'audience. Et pourtant, derrière eux, toujours derrière, marchait celui qui n'avait pas sa place parmi les ensembles. Lucius, il n'était pas un chef, il ne commandait pas une armée, il ne prêchait pas, il a démontré. Autrefois épéiste, aujourd'hui paradoxal, Lucius l'Éternel ne vivait plus vraiment. Il tuait et, ce faisant, était tué. Mais la mort ne l'arrêtait pas. Tous ceux qui le terrassaient se retrouvaient rapidement refaits à son image, leur identité effacée, leur chair remodelée, leur esprit enfoui sous sa conscience retrouvée. Chaque duel est devenu une performance. Chaque décès est une étude d'amélioration. Chaque résurrection, un raffinement de la forme. Lucius ne cherchait pas de but. Il était devenu une ponctuation, un accent violent dans la grande composition de Fulgrim. Un cri entre deux mouvements, une rupture de rythme. Il ne cherchait pas les applaudissements. Il était l'écho qui refusait de s'éteindre. Et à travers les étoiles, la 13e Légion poursuivait sa symphonie dissonante. Des guerres sans nombre, des noms sans mémoire, un but sans fin. Ils se sont battus pour ne pas gagner, pas pour revendiquer, pas pour reconstruire. Ils se sont battus pour qu'on se souvienne d'eux. Car lorsque l'on a cédé son âme à la sensation, lorsque l'identité se dissout dans l'art, la seule immortalité qui reste est celle de l'écho. Et ils résonneront pour toujours. Chaque légion a eu un jour un foyer, un bastion forgé dans la loyauté, une forteresse gravée dans la pierre et la mémoire, un lieu où l'on revient, un monument de stabilité. Les enfants de l'empereur n'ont rien eu de tout cela. Après leur chute, ils n'ont pas construit de sanctuaire. Ils ont composé des expressions. Leurs forteresses n'étaient pas des structures défensives, mais des déclarations. Le concept de permanence ne signifiait plus rien pour eux. Ils ne cherchaient pas à se fortifier, ils cherchaient la résonance. Ils n'ont pas construit de ville. Ils ont sculpté des théâtres, éparpillés dans l'œil de la terreur et cachés dans des systèmes oubliés de l'espace réel. Ces édifices défiaient toute classification. Ce n'étaient pas des forteresses, ni des sanctuaires, ni même des lieux à part entière. Il s'agissait de représentations ayant pris forme, temporaires, instables et saturées d'excès. Chacun d'entre eux était dédié non pas à la survie,
mais à la sensation. Et aucun n'était plus tristement célèbre que trois. Harmonie, la ville des cantiques, les palais de la douleur. L'harmonie n'était pas une planète, mais une note. Une structure de la taille d'une lune suspendue en orbite autour d'un soleil verrouillé par la distorsion. Sa surface brillait de cristaux miroitants et d'alliages réactifs, chaque facette étant réglée pour résonner avec le souffle de la distorsion. Les structures sonnaient comme des carillons lorsqu'on les touchait. Le vent transportait des mélodies trop complexes pour être retenues par des esprits saints. Marcher sur harmonie, c'est dissoudre la frontière entre le corps et le son. Les pas déclenchent des chœurs, les expirations convoquent des accords. Le simple fait de cligner des yeux pouvait provoquer des changements de tonalité. C'est là que l'hôte sans faille tenait ses grandes convocations. Des milliers de personnes se rassemblaient, marines du bruit, artistes liés aux démons, mystiques psychosoniques, unis non par le commandement, mais par l'harmonie. Il n'y avait pas de discours, pas de bannière, seulement des vibrations. Leur communion ne nécessitait pas de langage. Ils partageaient des fréquences, communiquaient par la hauteur, le ton et la résonance psychique. L'harmonie elle-même répondit. Les étoiles entourant le système pulsaient de façon irrégulière, prises dans la gravité de la volonté collective de l'hôte. Lorsque leurs armes tiraient, le vide hurlait en harmonie. Lorsqu'ils chantaient, la surface du monde chantait à son tour. Rester trop longtemps, c'est s'abandonner. L'identité se fond dans le son, et ils l'ont appelé sanctuaire. La cité des cantiques avait été un monde de forge, aujourd'hui divisé par les tensions et les contradictions. Une moitié a brûlé avec une fureur industrielle incessante. Les fonderies grondaient d'un tonnerre accordé à une cadence percutante. Les chaudrons débordaient de phosphex infusés dans le son, conçu non pas pour la destruction, mais pour la résonance. Les machines travaillaient en rythme, fabriquant des armes destinées à être entendues autant qu'utilisées. L'autre moitié s'est tue. De vastes temples de pierre noire absorbaient tous les bruits. Ils l'appelaient le quartier silencieux, un espace à l'acoustique si morte que même la pensée peinait à se former. Ceux qui marchaient dans ces couloirs portaient des masques cousus. Leur voix était enfermée derrière des sutures sacrificielles. La communication ne se faisait que par projection harmonique sur des pylônes veinés de laiton. C'est là que le cœur éternel a affiné sa foi. Sous la surface, les rituels se déroulent dans des citernes qui résonnent. Des guerriers gravaient des vers dans la chair. Les tatouages à l'encre nerveuse réagissaient aux échos de la distorsion, s'enflammant lorsque le nom de Fulgrim effleurait l'immatérium. La victoire n'a pas d'importance. Le son était permanent. Chaque vie tombée a été répertoriée. Les cris sont archivés. L'acte même de mourir est devenu une donnée, une note dans une partition qui s'étoffe à chaque engagement. Et puis il y a eu les palais de la douleur, des monuments à la dérive, à la démesure, des arcs de guerre en forme de reliques de cathédrales, habillés de sang laqué et d'os chromés. Ce n'étaient pas des vaisseaux, des creusets de transformation. Chaque palais était vivant. Ces couloirs se remodelaient en fonction des passagers. La rage créait des salles métalliques dentelées, bordées de rasoirs vibrants. L'extase adoucissait tout. Les murs rembourrés pulsaient au rythme des battements de cœur. Il n'y avait pas de poste de commandement, pas de conseil de guerre, uniquement les chambres de représentation. Les orchestres de démons jouaient d'instruments à cordes écorchées. Les prisonniers étaient transformés en instruments de torture. Les cris étaient chronométrés à la milliseconde près.
Chaque défaillance, une note retardée, un mouvement manqué, était sanctionné par un démembrement ou une dissolution. Mourir à bord d'un palace n'est pas un échec. Il s'agissait d'une contribution. Chaque acte d'agonie, un vers. Chaque mutilation, une phrase dans une œuvre plus grande. Même Fulgrim apparaissait, rarement, pas pour diriger, pour témoigner. Un hochement de tête de sa part signifiait l'héritage. Un regard, une forme d'éternité. Aucun souvenir de l'impérium ne subsistait dans ces sanctuaires. Pas de serment, pas de couleur, aucune trace de ce qu'ils ont été. Seule la sensation. Il ne s'agissait pas de maisons. Il s'agissait d'événements, conçus pour s'effondrer, construits pour brûler. Lorsqu'ils étaient détruits, par la distorsion, par la bataille, par l'effondrement interne pur et simple, personne ne les pleurait. Ils ont applaudi, puis il est passé à autre chose. Parce que la permanence n'est pas leur objectif. L'expression est. Chaque nouveau système devient une scène, chaque étoile, un projecteur, chaque mort, une note persistante. Ils ne retournent dans aucun berceau. Ils l'emportent avec eux. Un seul cri, sans fin. Et partout où ce cri est entendu, que ce soit à travers le cristal, la chair ou la voix d'un dieu, ils sont chez eux. La chaîne n'oublie rien. Ils n'archivent pas. Elle résonne. Elle enregistre non pas par l'inscription, mais par la sensation, par la fréquence émotionnelle brute de moments trop intenses pour disparaître. Dans cette mer informe de pensées non filtrées, on ne se souvient pas de l'histoire. Elle est revécue. Et dans ce courant, les enfants de l'empereur ne sont pas une légion. Il s'agit d'une note, un son qui n'aurait pas dû exister. Trop pur, trop empoisonné, frappé avec une telle précision que la résonance n'a jamais cessé. Il persiste, bourdonnant sous la surface de l'irréalité, se faufilant à travers la mémoire, la folie et le mythe. Ils n'exercent pas de domination. Ils ne construisent pas. Ils ne restent pas. Ils arrivent. Comme une mélodie qui s'élève dans le silence. Comme une vibration qui remodèle l'air. Les enfants de l'empereur ne font pas la guerre. Ils mettent en scène des spectacles. Lorsqu'ils touchent un monde, ce n'est pas pour le revendiquer. C'est pour le marquer. Non pas avec des bannières ou des structures, mais avec un écho, avec des sentiments. Personne ne les voit arriver. Mais tout le monde les ressent. Les Psykers ressentent leur arrivée comme une pression, une dissonance fantôme derrière les yeux. Les serviteurs s'enferment dans des boucles de rétroaction. Les navigateurs perdent le sens de l'orientation. Les astropathes saignent de la bouche et parlent des langues inversées. Les inquisiteurs se taisent. Pas de l'incertitude, de la reconnaissance. Car peu importe le temps écoulé, lorsqu'ils arrivent, toutes les âmes sensibles comprennent ce qui les attend. Ils murmurent des noms qui n'auraient jamais dû être prononcés. Le gémissement d'argent, le chant qui saigne, le cœur des regrets. Chaque titre est une tentative désespérée de décrire ce qui ne peut être défini. Un vocabulaire défaillant qui s'efforce de contenir la sensation. Vous n'entendez pas les enfants de l'empereur. Vous sentez qu'ils fracturent votre concept de soi. Votre corps se dissocie du rythme. Vos pensées commencent à sauter. Le son de votre propre voix vous est inconnu. Même votre nom, lorsqu'il est prononcé à haute voix, vous semble erroné. Il ne s'agit pas d'une attaque. Il s'agit de résonance. Chaque groupe de combat opère de manière indépendante, variation sur la même mélodie corrompue. Certains considèrent Fulgrim comme d'origine divine. D'autres pensent qu'il a même dépassé la divinité. La plupart ne croient pas du tout,
Ils répondent simplement à une impulsion, sculptée par des siècles de rétroaction. Ils ne planifient pas. Ils s'accordent. Chaque atrocité est une répétition. Chaque planète est un nouveau lieu. Chaque acte est une audition pour le public invisible qui écoute au-delà du voile. Dans la Schola Psychana, les novices sont mis en garde contre la dérive auditive, un syndrome où les esprits non ancrés commencent à percevoir de la musique dont ils ne peuvent trouver l'origine. D'abord un bourdonnement, puis une harmonie, puis une contrainte. Ceux qui succombent commencent à chanter, ou à crier, ou à danser jusqu'à ce que les os se détachent des ligaments. Certains disparaissent, d'autres s'effondrent au milieu d'un pas, le corps tordu, le visage ravi. Parce que le cœur a déjà appelé leur nom. Dans l'Ordo Malleus, il existe des enregistrements scellés, vestiges sonores des champs de bataille où les enfants de l'empereur sont passés. Ils ne contiennent aucune voix, aucun ordre, seulement des formes d'ondes, des modèles d'amplitude, des rythmes sans source. Certains répètent à l'infini une même forme. Traduites avec difficulté, elles forment une phrase. Nous ne sommes pas partis. Et ce n'est pas le cas. Parce que les enfants de l'empereur ne restent pas par leur présence. Ils s'attardent par vibration. Les planètes ne se rétablissent pas. Même lorsque les marines du bruit ont disparu depuis longtemps, les dégâts persistent. Les lunes tremblent en pulsations polyrythmiques. Les océans montent et descendent au rythme de pulsations imperceptibles. Les canaux Vox captent le trafic fantôme, des fragments de cris, des rires coupés, de la joie mêlée de désespoir. Pas de langue, pas d'avertissement, juste un sentiment. La douleur et l'euphorie non ancrée et flottante, transmises comme des ondes statiques. Certains mondes vibrent pendant des mois, d'autres ne s'arrêtent jamais. Il ne s'agit pas d'une occupation, il s'agit d'une infection, un résidu spirituel cuit dans les eaux de la réalité, une dissonance qui corrode le sens lui-même, parce que la chaîne n'oublie pas, et les enfants de l'empereur ne s'éteignent pas, ils se font écho. Leur Dieu n'est pas un souverain, ce n'est pas un souverain à servir, pas un conquérant exigeant un tribut. Leur Dieu est un public, et se faire entendre d'elle, ne serait-ce qu'une fois, c'est être contraint de jouer pour toujours. Ils ne cherchent pas le salut, ils ne cherchent pas la conquête. Ils jouent pour qu'on se souvienne d'eux, pour être rejoués, faire partie du pouls. Les inquisiteurs parlent de système mort où le silence lui-même semble dangereux. Dans l'espace vide, bien au-delà de la portée des signaux, les membres d'équipage signalent encore des anomalies auditives, des chuchotements derrière les cloisons, des bruits de pas qui ne correspondent pas à ceux du pont, une musique sans source. Car une fois que vous avez entendu la note, elle ne s'arrête jamais vraiment. Ils ne sont pas une légion. Ils constituent une fréquence qui érode le contexte. Ils sont l'écho du cri de Fulgrim. Ils sont ce qui reste lorsque la perfection s'oublie et continue de chanter. Et lorsqu'ils reviennent, ce n'est jamais pour la victoire. Elle doit être ressentie.